Alors bonjour mesdames et messieurs, on est heureux de vous accueillir à cette conférence de presse. Je me présente, je m'appelle Richard E. Langelier, je suis juriste et sociologue et je voudrais vous présenter les collègues de notre collectif scientifique. Alors à ma droite, à l'extrême droite, c'est M. Marc Durand qui est un ingénieur en géologie, qui est docteur. Et ensuite Céline Marié qui est biologiste. À ma droite immédiate, Mme Chantal Savaria, qui est ingénieure en géologie et hydrogéologue. Moi qui suis juriste et sociologue. À ma gauche, M. Marc Brulmans, qui est biophysicien et qui est accompagné à sa droite aussi, à sa gauche, pardon, de Mme Carole Dupuis, qui est coordonnatrice générale et porte-parole du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, RVHQ, ainsi qu'à l'extrême gauche, Mme Martine Châtelain, qui est coordonnatrice et porte-parole de la Coalition au secours. Alors, on est ici aujourd'hui, en fait, pour vous expliquer que notre collectif scientifique travaille maintenant depuis plusieurs années à étudier les conséquences de l'usage de certaines techniques dans l'exploitation, la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures au Québec. Alors donc, depuis plusieurs années déjà, on se préoccupe de ces questions-là et on a procédé à une analyse du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Et on est ici ce matin pour interpeller en fait notre premier ministre, pour lui dire qu'on l'appuie dans sa décision de refuser les permis pour l'usage de la fracturation sur l'île d'Anticosti, mais également pour l'usage de ces techniques non conventionnelles de recherche d'hydrocarbures, que ce soit partout sur le territoire du Québec. Et notre collectif réclame également qu'on impose, que le gouvernement du Québec impose un moratoire complet sur l'usage de ces techniques non conventionnelles, eu égard aux conséquences qui peuvent en découler pour notre eau potable. Alors immédiatement, je vais céder la parole à M. Marc Durand, qui va vous donner quelques explications que vous allez retrouver ensuite dans l'étude d'ensemble que nous avons faite de cette question-là. Marc? Tout d'abord, je tiens à préciser que ce règlement, il est en gestation depuis, on va dire, 2012-2013. On a rencontré les experts qui, au gouvernement, ont conçu le règlement et dès 2013, avant même qu'il soit promulgué, on a fait part de ce type d'inquiétude. Le règlement est entré en vigueur en août 2014 et récemment, en septembre et ensuite en décembre, on a rencontré à 2 reprises les gens qui, au ministère du Développement durable, ont conçu ce règlement pour leur faire part de très sérieuses lacunes. On peut dire qu'on est encore à l'étape de leur faire comprendre des éléments qui, semble-t-il, leur ont échappé, qui sont pourtant connus dans les milieux scientifiques. Notamment, il s'agit des distances séparatrices. Et le règlement qui a été conçu à Québec, un peu en vase clos, malgré les rencontres, a été conçu, d'après nous, essentiellement pour des besoins de l'industrie pétrolière, dans le cas du chapitre 5. C'est un règlement complexe qui porte sur plusieurs aspects. Je me suis attardé, moi, à regarder les distances séparatrices, et notamment la distance séparatrice verticale. Alors, le règlement autorisera, et ça va se faire donc dès qu'on aura des permis qui seront accordés, autorisera une compagnie pétrolière à faire un forage d'exploration ou d'exploitation qui ne sera situé qu'à une distance minimale à respecter et 400 mètres entre le forage, qui est une extension horizontale d'une couche de shale, et le trait de tireté qui est à côté, là, qui représente en fait la position d'une nappe. On exige au Québec qu'une distance de 400 mètres. Alors, qu'on sait, dans le milieu scientifique, depuis quand même plusieurs années, on a des données sur l'extension de la fracturation hydraulique. C'est un procédé qui a été fait dans plusieurs dizaines de milliers de forages aux États-Unis surtout. Et ce sont des fractures qui peuvent s'étendre bien au-delà de la cible visée, alors, qui est de l'ordre de 100, 200, 300 mètres. Ça, c'est ce qu'on vise. Mais dans la réalité, lorsqu'il y a des fracturations naturelles, les fractures que la fracturation artificielle ajoute, elles peuvent s'étendre et dépasser 500, 550 mètres, même 600 mètres. Alors, avec la norme du Québec, on a un règlement qui ne protège absolument pas les nappes parce que la fracturation se fait dans une tranche qui n'est pas une marge de sécurité.
Ce que l'industrie applique ailleurs, c'est une distance sécuritaire entre le haut des fractures et le bas des nappes de l'ordre de 1000 mètres. Quand les nappes sont à 200 mètres et que les fractures s'étendent à 300, il faut donc aller donner des permis uniquement si on est à plus de 1500 mètres de profondeur. Ce n'est pas le cas, en raison justement du gisement d'Anticosti dans lequel le gouvernement s'est embarqué. Anticosti, une norme qui serait celle qui existe ailleurs, 1500 mètres de profondeur pour garder une marge de 1000 mètres, ça signifierait que 97% des permis que le gouvernement a achetés, Anticosti, dans l'hydrocarbure, Anticosti, société en commandite, c'est une norme qui exclut donc quasiment la totalité des permis. Ces permis-là n'ont plus aucune valeur parce qu'il n'est pas possible de faire de fracturation dans ce contexte. Il n'y a pas qu'Anticosti dans le décor, mes collègues en parleront. Il y aura aussi le fait que ce règlement, il est d'application universelle. Il a été pondu pour des besoins Anticosti et peut-être même à Gaspé, mais il va pouvoir s'appliquer. Il y a plein de municipalités qu'on a conscientisées qui auront à faire face à ce risque de contamination de nappe par un règlement qui a vraiment été absolument pas conçu pour protéger l'eau souterraine. Merci, Marc. Nous allons poursuivre avec Mme Marié qui va nous présenter les différentes études scientifiques qui ont examiné ces questions-là. Bon, alors, des études scientifiques, il y en a des centaines et des centaines qui sont réalisées, particulièrement aux États-Unis. Il y a beaucoup de difficultés par rapport aux études, entre autres parce que c'est difficile d'obtenir des données de base, qui sont souvent les propriétés des compagnies pétrolières et gazières, qui sont assez réticents à fournir leurs données aux scientifiques. Une chose aussi qui est difficile, c'est qu'on a la plupart du temps aucune idée de l'état des nappes d'eau, des aquifères, de leur composition physico-chimique avant que l'industrie intervienne. Donc, on n'a pas de valeur au temps zéro, souvent, de sorte que c'est difficile de comparer après avec le travail que les pétrolières ont fait, quels sont les impacts sur l'eau. Par contre, il y a plusieurs études où on a quand même des données qui sont assez certaines. Entre autres, une étude qui a été menée en 2011 et qui met en évidence que les puits d'eau potable qui sont situés près des têtes de puits gaziers, qui sont situés donc à moins d'1 kilomètre d'une tête de puits, vont avoir des taux de méthane dans cette région-là 17 fois plus élevés, 17 fois plus grands que les puits d'eau potable qui sont situés plus loin qu'1 kilomètre de la tête de puits. C'est des études qui ont été faites en Pennsylvanie par 2 fois et ces résultats-là ressortent par 2 fois. Donc, on met en évidence dans cette étude-là que la distance séparatrice entre la tête de puits et un puits d'eau potable devrait être plus qu'1 kilomètre finalement, parce que déjà à 1 kilomètre de distance, on voit des cas de pollution de l'eau potable. Dernièrement, une autre étude a mis en évidence ce même facteur-là. C'est encore en Pennsylvanie, où des citoyens avaient dans leur eau potable à la fois du gaz et de la mousse. Rapidement, on a identifié que le gaz provenait de puits de gaz qui était à proximité, mais c'est la mousse qu'on ne comprenait pas trop comment elle pouvait se retrouver là. Et l'équipe qui a travaillé là-dessus avait des outils qu'on ne retrouve pas habituellement dans les laboratoires commerciaux, de sorte qu'identifier des molécules qui peuvent provenir des compagnies, donc de leur liquide de forage ou de fracturation, ça peut être difficile si on n'a pas de bon protocole scientifique pour les étudier. Et c'est souvent des protocoles extrêmement sophistiqués. Alors, cette équipe-là avait une nouvelle façon de mesurer et on était capable de déterminer que la mousse était en fait une molécule qui s'appelle le 2N-butoxyéthanol et que ça provenait vraiment des forages des compagnies qui travaillaient à proximité. Et on a trouvé cette mousse-là jusqu'à 3 km de distance par rapport au puits de gaz. Ce qui nous fait dire que la distance par rapport à la tête d'un puits et une source d'eau potable, faudrait que ce soit pas mal plus que ce que le projet de règlement provincial préconise. Eux, c'est 500 mètres. Et on voit avec ces études-là que quand on est rendu à 3 km, on a encore des possibilités de contamination. Les normes que nous, on suggère sont donc pas mal plus sévères que les normes qu'on va retrouver dans le règlement provincial. Je terminerai en disant qu'au Québec aussi, il y a eu des études, particulièrement dans la région de Bécancour, où des équipes de chercheurs ont mis en évidence aussi la présence de méthane qui provenait des profondeurs et
fait assez intéressant, c'est que plus on se rapproche des failles, par exemple la faille de Logan ou la faille d'Aston, qui sont des accidents importants dans le paysage, plus on se rapproche de ces failles-là, plus les concentrations de méthane sont importantes. Ce qui veut dire qu'il y a des voies préférentielles, dont des chemins qui permettent la communication entre les profondeurs du sol et la surface des aquifères. Et ça, c'est vraiment, c'est démenti tout le temps par l'industrie qui nous dit toujours qu'il y a des couches imperméables qui vont protéger les sources d'eau potable. Et on constate que c'est pas vrai. Tous ces systèmes de fractures naturelles, de failles naturelles sont des voies de passage. On l'a déjà évalué dans la région de Bécancour, entre autres, par des chercheurs du Québec. Merci. Maintenant, Mme Chantal Savaria va nous parler de la situation à Gaspé. Moi, si je me suis attardée au projet d'Aldiman, plus précisément, ce projet-là il est à risque actuellement parce que les forages pétroliers, comme vient de dire mes confrères, sont à des distances qui sont permises par le règlement provincial, qui sont, donc la maison la plus proche se situe à 350 mètres, c'est relativement près, et le puits d'eau potable domestique le plus proche se situe à moins de 800 mètres. Donc, avec les distances qu'on vient de discuter, et aussi avec le fait que rien qui empêche la compagnie pétrolière actuellement, par le règlement provincial, de faire de la fracturation hydraulique pour aller récupérer plus d'hydrocarbures qu'ils souhaitent obtenir. En plus, ce qu'on voit aussi, c'est que dans le problème par rapport à Anticosti, on sait que c'est un milieu naturel qu'on veut protéger. Par contre, à Dimane, on veut protéger les citoyens, la santé des citoyens et l'eau potable de ses résidents. Le règlement ne prend pas en compte aussi tous les effets à long terme. Ça, on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, mais on laisse de côté, à long terme, la responsabilité des citoyens, de la municipalité, d'avoir la responsabilité de démontrer qu'il y a une contamination, puisque après une dizaine d'années, on sait qu'il peut y avoir, lors de la fermeture de ces puits, à cause de déficiences dans le temps et à cause aussi des extensions latérales, parce qu'il faut comprendre qu'à Gaspé, les forages horizontaux qui sont faits, puis comme vient de souligner ma collègue, on parle de chemins préférentiels dans des formations, donc on n'en connaît pas tout la teneur de ces formations-là. Et aussi, les forages ont 2 km d'extension latérale quand on demande une distance de 500 mètres de distance de protection. Donc, on peut aller sous les endroits directement au souterrain. On va être 1500 mètres de plus que la zone de protection. Donc, ça, c'est des éléments qui nous font croire, puis que dans notre étude, on a bien documenté, que les responsabilités vont revenir aux municipalités. De plus, le suivi environnemental, dans notre analyse qu'on a fait, n'est pas suffisant actuellement par le règlement provincial pour démontrer la responsabilité de l'exploitation ou de l'exploration pétrolière par rapport à la surveillance qui a été mise en place pour les réseaux des puits d'observation. En fait, on considère que c'est insuffisant. Donc, on va répéter les mêmes erreurs qu'aux États-Unis. On devait avoir un règlement qui devait être plus exigeant qu'ailleurs. Malgré ce fait, on se rend compte que les mêmes erreurs vont se répéter, puis on va se rendre compte effectivement, à cause de la façon que le règlement provincial présente ces suivis-là, qu'il va y avoir une contamination, mais on ne pourra pas déterminer où en est la source et qui en est responsable. Merci.